Bien que plusieurs de mes lecteurs aient déjà, en maintes occasions, relevé et constaté que mon style était habité par une sorte de souffle issu de l'Antiquité, qu'il soit dit une bonne fois pour toutes qu'il m'agrée de passer pour un jeune homme auprès des membres de cette génération, et de laisser accroire que je suis né en 1890 en Amérique. Je suis toutefois résolu à me libérer d'un secret que j'ai jusqu'à présent gardé par devers moi, par crainte de l'incrédulité générale, et à faire part au public de toute la vérité sur mon âge vénérable, afin d'étancher sa soif d'informations authentiques portant sur une époque dont j'ai côtoyé de près moult célébrités. Qu'il soit dit, donc, que je naquis dans notre domaine familial du Devonshire, le 10e jour du mois d'août 1690, soit le 20 août selon le nouveau calendrier grégorien, ce qui fait que je suis à présent dans ma 228e année. Entité cosmique ou simple mortel, soyez les bienvenus dans Lovecraft Therapy, l'exploration neurodivergente consacrée à la vie et à l'œuvre du bien-aimé Howard Philip Lovecraft. Et aujourd'hui, pour poursuivre cette exploration, je suis accompagné de ma lexicographe préférée. Audrey, bonjour. Bonjour. Et avant toute chose, je vais vous poser une question, chers auditeurs. Vous êtes peut-être amateurs de littérature si vous écoutez ce podcast, je veux dire au-delà de l'œuvre de Lovecraft lui-même. Et donc peut-être que vous êtes familier d'un mème qui tourne sur internet, le fameux mème « What the fuck am I reading ?» Si vous ne voyez pas à quoi je fais référence, c'est donc l'image, visiblement une peinture assez ancienne, d'un monsieur avec une perruque qui fait une mine un peu effarouchée et sceptique devant un journal qu'il est en train de lire, comme ça, un monsieur à perruque, hein, vous savez, les trucs un peu anciens, quoi. Et en fait, ce monsieur qui est en train de lire un journal avec les yeux froncés, et en général on rajoute donc sur cette image le texte WTF am I reading, eh bien ce monsieur, c'est un certain Dr Samuel Johnson. Ça tombe bien, puisque en plus d'être l'objet de cette nouvelle de Lovecraft, le What the fuck am I reading correspond aussi au ressentiment de la plupart des gens qui découvrent la nouvelle pour la première fois sans avoir le contexte. Je ne connaissais pas ce mème. Voilà, j'ai découvert. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors, épisode un peu spécial, puisque en raison de la particularité de l'œuvre dont on va parler, et aussi en raison du très faible laps de temps qui s'est écoulé entre la parution de cette œuvre et présumablement son écriture, je ne suis pas sûr que ce soit français ce que je viens de dire, présumablement, mais peu importe, vraisemblablement son écriture. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Réaliser sans syntaxe. Exactement. Donc en raison de ce faible laps de temps, puisque en gros il s'est écoulé à peine 2 mois entre la sortie de Dagon et la sortie de A Reminiscence of Dr. Samuel Johnson, eh ben, on n'a pas beaucoup de contexte biographique à rajouter sur la vie de Lovecraft entre ces deux événements. Donc en raison de ces deux particularités, eh bien, je propose que nous commencions directement par un bref résumé de l'œuvre, au lieu de faire un long point biographique sur notre bien-aimé Howard Phillips. Donc, comme tu le disais dans ta citation introductive, nous suivons un narrateur du nom de Humphrey Littlewhite, qui se présente à nous comme étant né le 20 août 1690. Ça alors, 200 ans tout pile avant la naissance de Howard Philip Lovecraft, le hasard fait bien les choses. Il nous parle de ses souvenirs, et notamment de ses souvenirs du Dr Johnson, qui ne lui semble pas très avenant physiquement à la première rencontre. Il nous parle d'un homme à l'allure repoussante, mal attifé, négligé, scrofuleux, donc quelqu'un de pas très très engageant. Et il se souvient aussi du club littéraire que ce dernier a fondé et de leur divergence quant à leur lecture et quant à leurs écrits respectifs. C'est un excellent résumé. Merci. Alors, A Reminiscence of Dr. Samuel Johnson, que j'appellerais peut-être Samuel Johnson non, je vais pas l'appeler comme ça parce que sinon ça va faire une confusion avec le personnage. Donc, disons, je vais l'appeler souvent A Reminiscence, peut-être pour faire court, et en tout cas, je zapperai peut-être le docteur, je dirais peut-être Reminiscence of Samuel Johnson, est une œuvre qui divise. J'ai fait un petit peu de recherche, bien sûr, parce que effectivement, je me souvenais pas avoir lu cette œuvre quand je suis tombé dessus dans le recueil qu'on utilise. Donc le recueil Complete Fiction paru chez Barnes & Noble. Et en fait, effectivement, je ne crois pas avoir jamais lu ça, mais visiblement c'est une œuvre qui est très très peu connue.
puisque par exemple, le podcast qui a servi d'inspiration à Lovecraft Therapy, un podcast qui s'appelait The HP Literary Podcast, The HP Lovecraft Literary Podcast peut-être. En fait, j'ai tendance à le surnommer le Podcraft, parce que les auteurs eux-mêmes le surnomment le Podcraft, qui est devenu depuis Strange Studies of Strange Stories, puisque après avoir traité de l'intégralité de l'œuvre fictionnelle de Lovecraft, ils ont élargi leur périmètre à des œuvres de fiction autres, par exemple Dracula, etc. Et ce podcast a donc servi de modèle à ce qu'on fait ici, puisqu'ils ont choisi de faire comme nous, ou plutôt c'est nous qui avons choisi de faire comme eux, c'est-à-dire de prendre l'œuvre de Lovecraft dans sa chronologie. Alors eux, ils ont commencé directement à The Tomb, ils n'ont pas fait l'Alchimiste et ils n'ont pas fait Beast in the Cave, qu'ils ont traité plus tard. Mais en gros, ils sont partis vraiment des premières œuvres, ils ont tout traité par ordre d'écriture et non pas par ordre de publication. Différence de format, cependant, entre eux et nous, c'est qu'eux, ils se cantonnent à des épisodes de 30 minutes, alors que nous, on a cette forme beaucoup plus libre, où la durée de l'épisode dépend de ce qu'on a à dire sur chaque œuvre, et on ne se force pas à un format formaté, justement. Mais eux, par exemple, n'ont pas traité A Reminiscence dans leur timeline, y compris plus tard, quand ils ont fait les épisodes bonus sur la jeunesse de Lovecraft, etc., quand ils commençaient à être un petit peu à court. Donc c'est vraiment une œuvre qui semble un petit peu confidentielle, et qui divise ou qui intrigue, puisque par exemple j'ai cherché quelques témoignages et quelques avis sur internet, et je suis tombé par exemple sur le Reddit Lovecraft, où une personne a posté est-ce que quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt de A Reminiscence of Samuel Johnson ? Il n'y a pas de suspense, il n'y a pas d'éléments étranges ou pas de coïncidences surprenantes. On dirait que pour moi le seul intérêt de Lovecraft, en fait, le seul intérêt de l'histoire, c'est une excuse pour Lovecraft de se vanter de ses habilités stylistiques. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que j'ai loupé quelque chose ? On a un obscur site de chronique et avis littéraires qui s'appelle Lit on the Spot, qui a mis 1 étoile sur 5 à cette nouvelle en disant A Reminiscence essaye d'imiter les souvenirs désorganisés d'un vieil homme qui se rappelle du passé et qui essaye de forger une histoire qui n'est pas linéaire et qui est la plupart du temps illogique. Mais le problème, c'est que c'est surtout incroyablement sans intérêt. Voilà. Et on a aussi un monsieur qui, sur Amazon, a dit... en fait, a mis 1 étoile sur 5. C'est déjà beaucoup. Ok, bah vous voyez que Audrey n'a pas aimé non plus. 1 étoile sur 5, et a mis comme avis donc, sur Amazon, si vous êtes un fan de Johnson, ne l'achetez pas. Si vous êtes un fan de Lovecraft, vous pourriez trouver ça assez intéressant. Voilà. Mais il a quand même mis 1 étoile sur 5. Donc c'est intéressant, mais visiblement... Oui, mais tu sais, sur Amazon, c'est un peu le grand jeu des gens qui vont noter le film 1 étoile, et dans le commentaire, c'est « Je n'ai jamais reçu le DVD !» Je déteste ces gens. Je déteste ces gens. Donc, Reminiscence of Samuel Johnson a été publié en septembre 1917 dans le journal amateur The United Amateur. En tout cas, c'est la date qu'on trouve à la fois dans I Am Providence de S.T. Joshi et dans le recueil de Mnemos, l'intégrale française de Lovecraft, donc traduit par David Camus aux éditions Mnemos. Pour le coup, l'histoire est disponible dans le tome 5, qui s'appelle Récits horrifiques, contes de jeunesse, récits humoristiques, puisqu'effectivement, il s'agit d'un des rares récits humoristiques de Lovecraft. Mais dans la Complete Fiction de Barnes & Noble, il y a une date un peu différente, puisqu'il parle de novembre 1917. Et j'ai aussi lu, je crois que c'est sur Goodreads, quelqu'un qui disait « Ah oui, c'est la 2e nouvelle publiée de Lovecraft ». Bah non, puisque je pense que The Tomb a été publié avant. Bon, peu importe. Mais en gros, on est sur quelque chose qui a été vraisemblablement écrit du coup, durant l'été 2017, même si Joshi fait une remarque intéressante. 1917. J'ai dit quoi ? 2017. Ouais, excusez-moi. Non, c'est toujours de la faute de Sam Mendes, quoi qu'il arrive. Donc, Joshi fait remarquer qu'en fait, le United Amateur sortait souvent en retard, avec parfois 1 ou 2 mois de décalage par rapport à la date annoncée sur la couverture, et que du coup, si le United Amateur est sorti en septembre 1917, il est possible que l'histoire ait été écrite au moins en juillet 1917, peut-être même en juin. Donc, il y a une possibilité pour qu'elle ait été écrite avant The Tomb et avant Dagon, ou peut-être, en tout cas, entre les deux. Voilà. Mais en gros, on est donc sur la même période de la vie de Lovecraft, sur laquelle on est largement revenu lors des 2 précédents épisodes, consacrés respectivement à The Tomb et à Dagon. Alors certes, c'est une œuvre qui divise, et je pense que la raison pour laquelle elle divise, c'est qu'elle est extrêmement absconse. On dit ça au féminin ? Abscon singulier, absconne, absconse, bon, peu importe. On vous fera le point Becherel un petit peu plus tard. J'aurais dit absconce. Ah oui, il y a un S, il y a N, NS, donc absconce, effectivement.
c'est là que vous constatez l'ampleur de mon comment dire, de ma non-culture, en fait. Mais que voulez-vous, moi, je suis d'extraction prolétarienne, donc ça se ressent encore. Voilà, malgré... Bah, c'est vrai. Bah oui, mais moi aussi. Oui, mais toi, t'as fait toi, tu lis des livres, Oui. tu es beaucoup plus cultivé que moi. Donc, effectivement, si on n'a pas le background, bah, en fait, entre le fait que la nouvelle est écrite dans le style, justement, de l'anglais du XVIIIe siècle, ce que David Camus, d'ailleurs, essaie de rendre dans la traduction. Alors, pour le coup, en traduction française, j'ai lu que celle de Camus, j'ai pas lu celle qui est sortie aux éditions Bouquin, parce que la nouvelle est disponible dans l'intégrale, la célèbre intégrale bouquin de Robert Laffont en 3 volumes. Mais en gros, voilà, quand vous le lisez en anglais, on a ce truc avec des TH apostrophes, enfin des trucs qu'on ne voit jamais dans l'anglais contemporain, qui du coup rendent la lecture en plus un petit peu... ça rajoute une friction à la lecture, et du coup, bah, ok, vous reconnaissez éventuellement certains noms, parce que comme il est fait question de pop, on se doute, enfin moi je me doute parce que justement je suis en train de lire la biographie de Lovecraft et qu'on a fait les épisodes précédents qu'il s'agit d'Alexander Pope, parce que Alexander Pope a traduit Homer en anglais et que c'était une des lectures de Lovecraft quand il était enfant. On en a beaucoup parlé dans le premier épisode. Donc, ok, on reconnaît quelques mots comme ça. On va aussi passer Jonathan Swift, auteur des Voyages de Gulliver, par exemple. Mais sinon, voilà, Nugent, Burke, Langton, Goldsmith, mais c'est pas Jerry. Bon, la première expérience de la nouvelle, en tout cas pour quelqu'un qui n'a pas la culture littéraire anglaise comme moi, c'est une expérience de quasiment ce qu'on appellerait la cécité expérimentale. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que j'ai sous les yeux, je ne comprends pas ce qu'on me raconte. Effectivement, comme ce réditeur, bah, je ne vois pas quel est l'intérêt. What's the point, quoi. Tu vois ? Mais quand on commence à faire des recherches, on découvre que c'est absolument passionnant. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant, puisqu'il est fait question donc d'un club de gentlemen où le narrateur va fréquenter ce fameux Dr. Samuel Johnson, et ce club a réellement existé. Il s'appelait même le Literary Club, voilà, ou The Club, hein, tout simplement pour les intimes, et c'était donc non pas un club de gentlemen, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais un dining club, c'est-à-dire que les clubs de gentlemen, en fait, ont un lieu fixe, ils ont des locaux, alors que le dining club, bah, les gens peuvent se retrouver certes dans le même restaurant, mais ils ont pas, c'est pas eux qui ont le local, quoi, en fait. Ils peuvent être amenés à changer d'adresse, ce qui sera le cas de ce club, qui a été fondé, je n'ai pas noté la date, mais qui a été fondé au XVIIIe siècle par 2 personnes, Joshua Reynolds et Samuel Johnson. Alors, Joshua Reynolds, c'est en fait un gros morceau de culture anglaise que je ne connaissais pas pour ma part, puisque c'est un peintre romantique spécialisé dans les portraits, qui a été le maître de William Turner. Donc, William Turner, normalement, vous-même, si son nom vous dit rien, vous connaissez forcément ses tableaux, parce que c'est un peintre très 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 connu. Donc William Turner était l'élève de Joshua Reynolds, et Joshua Reynolds a entre autres été le premier président de la Royal Academy of Art, hein, une institution britannique fondée donc sous George III, financée en partie par lui d'ailleurs, même si c'est une institution privée, qui est, alors c'est dur à décrire, mais en fait c'est une espèce de super musée / académie des arts, en fait, voilà, qui actuellement fait 2 expositions par an, une sur des œuvres anciennes et une sur des artistes contemporains, histoire d'avoir le meilleur des 2 mondes. Donc il n'y a pas vraiment d'équivalent en France. Imaginez un croisement entre le Louvre et le Collège de France, ou le Louvre et l'Académie française, peut-être, je sais pas trop. Voilà pour Joshua Reynolds. Et Samuel Johnson, peut-être qu'Audrey, tu peux nous présenter qui est ce personnage. Eh bien, c'est le binôme de John Travolta dans Pulp Fiction. Non, ça tu confonds avec Laurence Fishburne. Ah oui, pardon. Alors, on va devoir peut-être expliquer cette blague pour ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément cinéphiles ou qui ne traînent pas dans les recoins sombres d'Internet. Mais c'est parti d'un intervieweur, c'était l'intervieweur qui a fait cette erreur. Tout à fait, ouais, un journaliste américain lors d'un talk show. Qui interviewe Samuel Jackson. C'est ça, donc Samuel L. Jackson qui a une grosse carrière. Des films, parfois bien comme Les Affranchis, parfois moins bien comme certains Marvel, comme quand il joue Nick Fury. Et le journaliste, donc, le confond. Et lui dit « Ah, c'était comment de tourner avec les Wachowski sur Matrix ?» Et Samuel L. Jackson a l'air un petit peu embarrassé, puis très vite, il comprend, il regarde le journaliste et il dit « Mais vous savez, je ne suis pas Laurence Fishburne. » C'est pas... Oui, on est noirs tous les deux, mais nous sommes 2 personnes différentes. Noir et chauve. Bah, je crois que Fishburne, il a plus de cheveux maintenant. Mais... Ouais, mais à l'époque de l'interview... Mais en fait, dans Matrix, il est rasé. C'est peut-être pour ça. Ouais, non, mais Samuel L. Jackson a des cheveux. Ah bon ? Oui, à l'époque de l'interview, en tout cas, il en a. Et pour putain, moi, je pensais qu'il était chauve depuis super longtemps. Ok, bah, vous voyez, là encore, notre manque de culture, enfin le mien surtout.
Mais voilà, est-ce que ce journaliste a gardé son emploi ? Je pense que oui, vu qu'on vit dans un monde où l'incompétence est souvent récompensée. Voilà. Mais donc, plus sérieusement, qui est Samuel Johnson et non pas Jackson ? Eh bien, c'est probablement le plus grand critique de la littérature britannique. Ok. Encore à ce jour. Mais attends. Critique, tu veux dire qu'il était journaliste, un peu comme un mec du Masque à la Plume version 18e siècle ? Tout à fait. Ah, je m'attendais pas à ce que tu dises tout à fait, je m'attendais à ce que tu... Samuel Johnson était poète, essayiste, biographe, lexicographe, traducteur, pamphlétaire, journaliste, éditeur, moraliste et polygraphe. Il est aussi un des critiques littéraires les plus réputés. Donc le mec avait visiblement plus de 24 heures dans une journée. S'il avait pu donner son secret avant de décéder, ça nous aurait arrangé. Alors dit comme ça, on vous dit que ce mec est super important, que c'est une espèce de monument de la littérature anglaise, ou en tout cas de la culture littéraire anglaise, mais je vais essayer de rendre ça peut-être un peu plus concret, parce que moi, avant de lire la nouvelle, j'avais jamais entendu parler de lui, et pourtant j'ai vu Pulp Fiction, hein, et du coup je me disais, je pensais que c'était un personnage fictif en fait, ce Samuel Johnson. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est clairement un monument, encore aujourd'hui en Angleterre, hein. Il y a des sociétés qui s'occupent de son héritage littéraire, quoi, des clubs de lecture, des clubs mémoriels. Il a un mémorial à la cathédrale de Saint-Paul, je crois. Il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il est enterré à l'abbaye de Westminster. Si c'est pas lui, c'est Joshua Reynolds. Non, c'est lui. Voilà, c'est peut-être les deux d'ailleurs. Donc, ok. Mais en fait, en France, à moins que vous ayez fait des études de littérature, et notamment avec une option littérature anglaise, par exemple, moi, je n'ai jamais... Alors peut-être au bac L ouais, c'est ça, moi j'en ai entendu parler dans mes cours d'anglais renforcés. Parce que du coup, c'était mon option, et que du coup, comme à un moment... Inévitablement, on a parlé de Shakespeare. On a parlé aussi de ce monsieur à cette occasion-là. Ok. Parce que moi, j'ai fait anglais renforcé aussi, mais j'étais pas en section littéraire. Et c'est peut-être pour ça. Peut-être que le prof adaptait les cours en fonction de ses classes. Ou ça dépend du programme. C'est comme tout. Oui, ça dépend parce que tu vois, moi, j'étais en anglais renforcé avec les classes de ES. On était dans le même. Dans la même classe avec le même prof, donc. D'accord, donc ma théorie est mauvaise, effectivement. Donc ça dépend peut-être juste, effectivement, de ton prof et du programme que vous avez fait cette année-là. C'est ça, parce que je me rappelle, vraiment, je n'ai jamais entendu parler de ce gars, alors que j'ai vu genre 3 fois le discours I Had the Dream de Martin Luther King. Alors pas 3 fois la même année, mais entre le collège et le lycée, on l'a vu au moins 3 fois. Alors que tu vois, moi on me l'a juste montré en cours d'histoire, en terminale. En français. Enfin, cours d'histoire en français, quoi, pas oui, en... Oui. Ok, d'accord. Moi je l'ai jamais étudié en anglais, par exemple. Ok, alors que, ouais, tu vois, moi je l'ai étudié 3 fois. Alors que justement, l'œuvre qui devait nous accompagner toute l'année, parlait justement du racisme des années 50, donc ça aurait fait sens. Mais si les cours de cette prof-là avaient fait sens, j'en serais peut-être pas là. Ok, donc si, comme moi, vous n'aviez jamais entendu parler de Samuel Johnson avant de découvrir ce podcast, je vais vous donner encore plus de contexte. Alors je vais être très synthétique, hein, parce que sa page Wikipédia fait partie de ces pages Wikipédia qui sont super longues et dans lesquelles les sous-sections renvoient vers des articles détaillés séparés à chaque fois, même sur genre Early Life. Oui. D'accord, c'est vraiment extraordinaire. Quand je vous dis que le mec est une institution, je ne rigole pas. Donc Samuel Johnson est né en fait en 1709 d'un marchand de livres. Je crois que sa mère n'avait pas de métier, logiquement. On sait qu'elle était assez pieuse, par contre. Et lui s'est très vite révélé un lecteur avide. Malheureusement, en fait, sa famille était assez pauvre. Son père était déjà un petit peu endetté, donc il pouvait a priori pas faire des grosses études. Sauf que, heureusement, une cousine maternelle est décédée et ils se sont retrouvés avec un petit héritage qui a permis aux parents de lui financer son entrée à Oxford. Ça fait un peu stylé, mais malheureusement, il ne finira pas ses études, justement, par manque d'argent. Et déjà à l'époque, il est obligé d'avoir des amis qui lui donnaient un petit peu de thunes, etc. Bon, c'était un peu le cas social, en tout cas d'un point de vue financier, c'était un peu le cas social de la bande. Donc il va se retrouver après ça à faire un ensemble de petits jobs, on pourrait appeler ça comme ça. Il va être notamment undermaster, alors je pense que c'est pour une école primaire, voilà, donc c'est maître, mais du coup undermaster, donc c'est pas vrai maître, peut-être parce que justement il n'a pas son master, son diplôme universitaire. Il trouvait ça ennuyant, il était traité comme un serviteur, mais en même temps il aimait bien enseigner, voilà. Il va se retrouver embauché par un éditeur qui est le créateur du Birmingham Journal, donc ça c'est le début des années 1730. Il va donc être assistant, je n'ai pas plus de précision là-dessus. Il va aussi se retrouver à faire des petits tafs de pigiste avec son ami l'écrivain Richard Savage, qui porte bien son nom, puisque Richard Savage était un petit peu une espèce de, je vais presque dire un écrivain beatnik, ce serait un anachronisme de ma part, mais en gros, un mec qui écumait les pubs, qui était souvent sur le dessous, et qui se brouillera avec tous ses amis, y compris avec Alexander Pope, et finira en prison, mourra littéralement en prison. C'est l'ancêtre de William S. Burroughs, peut-être.
En tout cas, son ancêtre spirituel. Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose comme ça, ou Bukowski, voilà quoi. Ce genre de personnage. Donc jusqu'ici, on est sur un Samuel Johnson qui a une situation assez précaire et qui se heurte régulièrement au fait qu'il n'a pas le bon diplôme. Ça m'a fait un peu sourire quand on connaît la France, disons la France du général de Gaulle ou post-napoléonienne, où dès que vous n'avez pas le bon diplôme, on vous casse les couilles pour tout et rien, et ça vous ferme plein de portes, voilà. Je trouve ça amusant de voir que c'était déjà le cas il y a 200 ans, en Angleterre. Mais il épousera la veuve d'un de ses amis, qui est un peu plus âgé que lui, ce qui lui permettra d'avoir une relative stabilité financière. Et en 1746, il sera approché par un groupe d'éditeurs qui veulent en fait qu'il rédige un nouveau dictionnaire d'anglais, puisque en fait, je dis nouveau parce qu'il y a déjà des dictionnaires qui existent à l'époque, et si je fais cette précision, de dire que c'est nouveau et qu'il y en a qui existent déjà avant, c'est parce que, malgré le fait que c'était pas le premier dictionnaire de l'histoire anglaise, c'est le dictionnaire qui est devenu la référence pendant les 150 années qui ont suivi. En gros, c'était vraiment un incontournable jusqu'à ce qu'il y ait l'apparition de la toute première édition du Oxford English Dictionary. Donc, quand on vous dit que le mec est un monument, là on est à peu près au milieu de sa vie, on n'a pas encore fini puisqu'il va décéder en 1784, et que du coup le dictionnaire sortira en 1755, puisqu'en fait il va mettre 9 années pour compiler ce dictionnaire, qui est considéré comme, qui est reconnu déjà à l'époque par ses pairs et ensuite à la postérité comme quelque chose qui est plus qu'un simple dictionnaire, parce que en fait, il a une manière de procéder qui est assez inhabituelle. En effet, Samuel Johnson va créer son dictionnaire en collectant des centaines de livres. Voilà. Alors certains historiens théorisent qu'il se serait appuyé sur 2000 livres écrits respectivement, enfin en tout par 500 auteurs différents, et remontant aux 200 dernières années, au moment où Johnson se lance dans cette initiative. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut, témoigner de l'anglais tel qu'il est utilisé, et donc en fait, c'est pour ça qu'il crée cette espèce d'échantillon énorme de littérature pour recouper en fait les usages. Et donc ça, c'est déjà une démarche assez particulière, mais en plus, il va choisir de rajouter le plus possible dans les définitions des extraits tirés des livres. Donc voilà, il va insérer ces petites citations, et il va aussi insérer, se permettre carrément d'insérer des petites blagues. Par exemple, à la définition du mot avoine, il va écrire, alors je vous le dis directement en français, l'avoine est le grain d'une plante que les Anglais donnent à manger à leurs chevaux et que les Écossais mangent. Pour une fois que c'est pas les Irlandais qui prennent. Exactement, et alors certains disent que c'est parce qu'en fait ses assistants étaient presque tous écossais, donc c'était en fait une petite vanne pour faire rire ses copistes. Je parle de ses copistes puisqu'en fait il avait donc 6 assistants qui l'ont aidé à faire ce dictionnaire, mais on considère que c'était juste littéralement des copistes et que c'est lui qui a fait vraiment le brainwork derrière la génération de cette œuvre. Et donc en raison de ces petits moments de Licentia Poetica, en raison du fait d'avoir choisi d'insérer des extraits d'autres œuvres littéraires pour illustrer ses définitions, et en raison de l'ampleur de l'œuvre, c'est considéré comme un putain de monument. Et une autre remarque intéressante, c'est que il semblerait, les brèves recherches que j'ai faites sur la question m'ont amené à ça, il semblerait qu'en fait Samuel Johnson ait commencé le dictionnaire avec une intention prescriptiviste. Et là, vous ne voyez pas la tête d'Audrey, voilà, mais croyez-moi, c'est assez explicite. En fait, peut-être tu veux nous expliquer ce que sont les prescriptivistes. Vous voyez les gens de l'Académie française qui vous expliquent comment bien parler français en utilisant des termes que personne n'utilise jamais ? Eh bien, le prescriptivisme, c'est ça. Notamment, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir comment ont été retraduites en bon français les épreuves de skateboard pour les Jeux Olympiques, mais c'est très... ah oui. C'est très savoureux. Je vais vous donner quelques exemples. Donc déjà, on va pas parler d'épreuves de skateboard, mais on va parler de sport de glisse urbaine. Wow. Ça, admettons. Non, parce que dans ce cas-là, tu mets aussi le roller, enfin, tu vois. Oui, parce qu'en fait, là, c'est tout. C'est pour toutes ces épreuves-là. Ah ok, d'accord. Ce n'est pas que la planche à roulettes. Ce n'est pas que la planche à roulettes, qui vont non pas se dérouler dans des skateparks, mais dans des planchodromes. Des planchodromes. Ah, d'accord. Et donc, il ne faut pas confondre le planchodrome à éléments urbains ou le planchodrome à bol, qui sont vraiment deux types de skateparks différents que les amateurs de sport de glisse connaissent bien. Ils pouvaient pas dire planchodrome à piscine, parce que à l'origine, les mecs, ils skataient dans les piscines vides, donc... Oui, mais non. D'accord. Ça aurait été logique, et donc les prescriptivistes n'aiment pas trop ça. Il y avait aussi moi, je pensais que tu allais donner en exemple l'histoire des streamers.
puisque l'Académie... Ah oui, les diffuseurs de flux... Ouais, c'est un diffuseur de jeux vidéo en direct, je sais pas quoi, alors qu'évidemment, sur Twitch, vous avez plein de gens qui font du streaming avec des trucs qui n'ont rien à voir avec le jeu vidéo, donc par exemple des jacuzzi, pour ceux qui ont la ref. Donc l'e-sport est notamment remplacé par jeux vidéo de compétition, streamer par joueur animateur en direct. Joueur animateur, wow. Mais pour revenir du coup au sport de glisse, le catch, qui est une figure, sera remplacé par... J'ai perdu ma ligne. Donc le catch, donc une figure qui est quand même bien connue de tous les gens qui pratiquent le skateboard, devient la replaque. Donc les flippy tricks, flip tricks deviennent les vrilles, les chauvites la vrille horizontale et le flip la vrille latérale. Franchement, j'ai très hâte de regarder les épreuves de skateboard pour voir comment elles vont être commentées, si elles vont être utilisées avec des vrais termes ou avec la liste préconisée par l'Académie française. On se félicitera donc que l'Académie n'ait pas de pouvoir juridique dans ce pays. Tout à fait. Pour revenir à Samuel Johnson, donc il commence a priori, ce que je vous ai dit, c'est à travers des podcasts de linguistique, etc. Donc j'ai pas recoupé toutes les infos, mais il semblerait qu'il commence le dictionnaire avec cette intention, parce qu'en fait, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, l'anglais a subi en tout cas, c'est pas péjoratif quand je le dis, mais subi beaucoup d'ingérences étrangères, et notamment françaises. Parce que, en fait, vous ne le savez peut-être pas, mais en fait, dans la langue anglaise, les deux grandes composantes, c'est, disons, les langues celtes et ce qu'on appelle le vieux norrois, en fait, donc, dont vous retrouvez des traces en Islande et dans les pays du nord de l'Europe, en Scandinavie, etc. Et la deuxième grande composante, en fait, c'est le français. Mais genre, littéralement, quoi. Il y a, je sais plus, 40% de mots, même encore dans l'anglais actuel, qui sont d'origine française, en fait. Tout à fait. Et même sur des mots qu'on n'utilise plus, nous, en français. Par exemple, est-ce que tu sais comment on dit pissenlit en anglais ? Roses ? Non, ça c'est les marguerites. Ok. Non, le pissenlit c'est dandelion. Parce que l'ancien nom du pissenlit en français, c'était la dent de lion. Waouh. Et donc pareil, en allemand, ils utilisent aussi la traduction de dent de lion. Je ne me rappelle plus du mot allemand. Mais, et du coup, en fait, ça ne s'utilise plus en français, mais du coup, les Anglais l'ont pris et l'ont transformé un petit peu à leur sauce pour que ce soit plus facilement prononçable. Donc ils ont remplacé le E par un A, viré le T, etc. Mais c'est quand même un mot français à la base, mais qu'on a perdu, nous, en français. Mais du coup, on peut aussi dire dent de lion pour pissenlit en français. Théoriquement, c'est correct. Mais c'est médiéval, quoi. Oui. On a d'ailleurs un exemple directement dans la nouvelle A Reminiscence of Samuel Johnson, tout simplement dans le titre qu'utilise Lovecraft, puisqu'il écrit sous pseudonyme. C'est une des rares fois d'ailleurs où il écrit vraiment une fiction sous pseudonyme. À côté de Little Wheat, il y a marqué Esquire. Esquire, donc il s'écrit E-S-Q-U-I-2-R-E. En fait, c'est l'anglais pour dire écuyer, et c'est utilisé encore aujourd'hui par les avocats anglais. C'est un titre honorifique, mais à la base, ça désignait vraiment un écuyer qui tient le bouclier d'un chevalier au tournoi, etc. Voilà. Typiquement, écuyer est devenu Esquire. Enfin, oui, voilà. oui, tout à fait. Vas-y, pardon. On a plein d'emprunts au français, et justement, en fait, ce que Johnson va faire, c'est qu'il va en fait faire évoluer son point de vue et plus effectuer une sorte de classification entre les mots dont il considère qu'en fait c'est des emprunts abusifs, des mots dont il considère que même s'ils sont d'étymologie française, enfin plus que d'étymologie quoi, que c'est des mots français, en fait ils ont tellement été intégrés et utilisés par les Anglais que en fait c'est devenu de l'anglais. Il considère qu'ils ont été assimilés, et il va faire une troisième catégorie qui est en fait en suspens, où il dit on ne sait pas encore si ça va devenir de l'anglais ou si ça restera un emprunt, un peu un barbarisme en fait. Et au final, il va considérer que la langue c'est quelque chose qui vit, et en fait il va quitter ce côté prescriptiviste qui revient à vouloir imposer une norme langagière aux personnes, et rentrer plus sur une vision du langage comme quelque chose de vivant, qui par définition a besoin d'emprunt aux langues étrangères. Et puisqu'il a une citation, alors que je n'ai pas notée, donc je vais vous la livrer de façon très déformée, mais il dit en gros, un pays dont la langue n'évoluerait pas, ce serait un pays en fait qui est protégé de toutes les influences extérieures de type migration et commerce, et ce serait donc un pays dont la culture est extrêmement pauvre. Voilà, donc un parcours très intéressant, une œuvre très intéressante, c'est pour ça que je voulais vraiment un peu détailler cette histoire de dictionnaire, je trouve ça très très intéressant, et ça vous permet aussi de voir... de comprendre en partie d'où vient l'aura de Samuel Johnson dans la culture anglaise. Et Audrey, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu ce qui se passe après le dictionnaire ? Tout à fait, et je vais revenir dessus, mais j'avais encore une autre anecdote qui est un petit peu plus drôle, celle-ci. Donc après le Brexit, il y a eu une pétition par les personnes qui étaient pour le Brexit afin de supprimer du passeport anglais les expressions françaises.
parce que je ne sais pas si vous savez, mais sur un passeport anglais, vous avez 2 citations en français, qui sont « Dieu est mon droit » et « Honi soit qui mal y pense ». Eh ben. Sauf que, sur un passeport anglais, assez logiquement, c'est écrit « Passport of Great Britain ». Passport et Great Britain sont des mots français, d'origine française. Alors, donc il aurait fallu les supprimer aussi. Alors Grit, je ne savais pas, mais Bretagne, Bretagne, etc. Voilà, et Great de grand. Ok, mais c'est une déformation du mot. C'est une déformation Grand. Ouais. Ok. Me semble-t-il. Ok. Parce que voilà, et passeport, pour le coup, c'est assez est transparent. littéralement un document qui vous permet de passer l'entrée du port. Enfin, c'est ça. C'est dans le texte. Et donc la pétition a fini par faire un flop monumental parce que il aurait fallu transformer même l'objet qu'il voulait modifier. Donc, si vous voulez creuser cette question des emprunts de l'anglais à la langue française, vous trouverez plein de ressources en ligne. C'est très intéressant. Et du coup, c'est assez amusant aussi à la lumière du mouvement actuel où la France emprunte un nombre incommensurable d'anglicismes qui sont souvent d'ailleurs des américanismes. Parfois pour faire des horreurs, parce que pour le coup, c'est pas que je sois spécialement prescriptiviste, mais soit vous prenez les mots anglais, d'ailleurs vous avez peut-être remarqué que souvent j'ai des mots qui sortent naturellement en anglais parce que l'anglais c'est un peu ma langue de travail. Mais en fait, je vois passer par exemple, donc mon métier c'est entre autres de faire du consulting en création de contenu YouTube, et dans mon milieu il y a des gens qui commencent à parler de Minia Maker pour les graphistes ou les monteurs qui sont spécialisés dans le fait de faire des miniatures YouTube. Sachant que l'art de la miniature YouTube, c'est tout un truc. Oui, sauf qu'en anglais, miniature, se dit thumbnail. Donc en fait, Minia Maker, on a un maker qui est clairement un anglicisme, mais Minia qui vient du français. Donc les mecs ont fait un mot valise avec une moitié de français et une moitié d'anglais, un peu comme polyamorie qui mélange une moitié de grec et une moitié de latin. C'est débile. Dans ce cas-là, tu dis Tom Maker, voilà. Bon. Vous voyez, donc moi aussi, parfois, ces emprunts m'agacent. Alors que je suis le premier à sortir des mots, à dire library quand je parle d'une bibliothèque en fait. Voilà, parce que spontanément, je bosse tellement en anglais que ça sort tout seul comme ça. Et donc pour revenir à Shakespeare, on pourrait penser que l'écriture et la rédaction du dictionnaire, ça a été l'œuvre la plus importante de sa vie. Mais non, parce que alors pour revenir à Shakespeare, c'est pour revenir à Samuel Johnson. Ouais, enfin pour revenir à Shakespeare dans la vie de Samuel Johnson. D'accord, ok. L'œuvre sur laquelle il va passer le plus de temps, c'est ce qu'on va appeler son Shakespeare. Ok. Qu'il commence en l'appelant The Plays of William Shakespeare, qui à la base s'appelait Proposal for Printing by Subscription by Dramatic Works of William Shakespeare, donc projet d'impression par souscription de l'œuvre dramatique de William Shakespeare. Ok. Parce qu'il considère que les éditeurs, jusque-là, ont fait un travail de sagouin, que c'est mal expliqué, qu'il y a des fautes, que le sens des phrases a été dévoyé. Donc lui se dit, non, moi j'ai lu tout Shakespeare, je sais ce qu'il voulait dire, je vais le rendre accessible à tous en le rendant compréhensible. Donc il va vraiment passer des années et des années, il va accepter tout plein de travail alimentaire justement pour pouvoir continuer à travailler là-dessus, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a été pauvre toute sa vie. Donc voilà, même à un moment, il va faire de la prison parce qu'il ne pourra pas s'acquitter d'une amende de 5 livres 18. Ouais. Et donc il va écrire à une connaissance qui va lui envoyer un chèque de 6 livres 60. Et à la fin, ils vont devenir amis et du coup, il va pouvoir continuer à travailler là-dessus. Et donc ça, c'est un ouvrage qu'il commence en 1756. Ok. Donc un an après la sortie du dictionnaire, en fait. Tout à fait. Et il le termine en 1765. Ok. Et donc c'est un ouvrage en 8 volumes. Ok. Et donc le titre français, je vais vous épargner mon accent anglais une deuxième fois. Donc les pièces de William Shakespeare en 8 volumes, complétées par des notes de Sam Johnson. Et donc là, ça s'arrache immédiatement. Les 1000 exemplaires se vendent très très rapidement, à tel point que du coup, c'est tout de suite réimprimé. Ok. Et donc là, vraiment, il tient quelque chose. Il a enfin créé quelque chose qui va lui rapporter un petit peu d'argent. Ok. Et donc Johnson a analysé les éditions manuscrites, qui sont considérées comme les plus proches des originales. Ok. Et donc il a vraiment tout compilé, il a vraiment mis une quantité astronomique de notes pour pouvoir expliquer aux gens les subtilités de certains passages, parce que Shakespeare en anglais, non traduit de manière moderne, c'est vraiment assez difficile à comprendre et à lire, parce que voilà, c'est du vieil anglais, et que du coup il y a plein de tournures de phrases un peu alambiquées pour que ça rime, pour que ça rende bien jouer sur scène, mais à lire comme ça c'est assez compliqué. Donc là vraiment, Sam Johnson a vraiment tout fait pour que ce soit accessible au plus grand nombre. Et donc par exemple, on a une citation de Edmond Malone, qui est un grand spécialiste de Shakespeare, et qui était aussi un ami de Johnson, qui a affirmé que sa compréhension vigoureuse et étendue a jeté plus de lumière sur l'auteur qu'aucun de ses prédécesseurs ne l'a jamais fait. Donc en fait, on considère qu'à partir de Johnson, Shakespeare est compréhensible par tout le monde, et accessible à tous. Ok. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme, parce que Shakespeare est considéré comme le plus grand auteur britannique. En général, en deuxième, on cite Johnson,
Mais du coup, les deux sont vraiment très très liés. Et sans Johnson, Shakespeare, peut-être que plus personne n'en entendrait parler à l'heure actuelle. Ok. Et avant de finir sur Johnson, je pense que tu voulais parler peut-être du syndrome de la Tourette. Oui, parce qu'en fait, Sam Johnson, donc c'est vraiment quelqu'un qui était pas très aidé dans la vie, puisque voilà, il est né très malade. Voilà, déjà l'accouchement, ça a été un moment très difficile, parce qu'en plus sa mère était assez âgée quand elle l'a eu. Elle avait 40 ans passés, et c'est quelqu'un qui a été malade un petit peu toute sa vie, et qui a été très pauvre. Mais pour revenir à la maladie, c'est quelqu'un qui a souffert d'énormément de TOC, et tout a été noté, en fait, notifié à chaque fois que quelqu'un faisait des comptes rendus de ses rencontres avec Johnson. Il était noté que oui, il avait des tics, il agissait bizarrement, il pouvait parfois avoir des accès de colère. Et c'est pour ça qu'à posteriori, on le diagnostiquera de la maladie du syndrome Gilles de la Tourette. Est-ce que tu sais ce que c'est, le syndrome Gilles de la Tourette ? Alors, je sais que le syndrome Gilles de la Tourette est souvent connu du grand public, en tout cas perçu comme cette maladie de gens qui se mettent à dire des insanités au milieu d'une phrase. Donc là, comme si on était en train d'enregistrer le podcast et d'un seul coup, je disais « Putain de sa mère !» comme ça. Souvent avec des spasmes ou des tics ou des mouvements brusques. Mais du peu que j'en sais, je crois qu'en fait, cette vision est un peu caricaturale parce que souvent, la plupart des gens qui ont un syndrome de la Tourette ne profèrent pas nécessairement des insanités et ça va beaucoup plus être une question de, justement, de spasmes musculaires, de tics, on va dire de troubles moteurs plus que juste de balancer des gens comme si on était possédé par Pazuzu. Tout à fait, en fait, la coprolalie, donc, qui est le fait de balancer un maximum d'injures, c'est un des symptômes, mais c'est pas le plus répandu. Okay. Donc le syndrome de la Tourette, c'est une maladie génétique à composante neurologique, caractérisée par des tics moteurs et sonores. Donc la fameuse coprolalie, mais ça peut aussi être des claquements de langue. Des claquements de langue, voilà, des applaudissements, enfin voilà, des tics corporels assez forts et assez marqués, auxquels vont s'ajouter généralement d'autres troubles, puisque comme on le sait, les maladies neurologiques sont rarement isolées. Ouais. Donc là, par exemple, les personnes qui souffrent du syndrome de la Tourette souffrent aussi donc, de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs. Ouais. Donc là, ça va pas être des choses corporelles, mais ça va être aller vérifier 12 fois que la porte est bien fermée, ne pas monter sur un trottoir du pied gauche, par exemple, tout ce genre de choses. C'est aussi des gens qui vont avoir beaucoup de troubles de sommeil et d'apprentissage. D'apprentissage. Ouais. C'est aussi des gens qui sont très souvent diagnostiqués TDAH, et c'est des gens qui sont souvent amenés à faire des crises de rage et de panique. Ok. Comme, voilà, un petit peu comme un trop-plein d'émotions, et du coup, ça se caractérise soit par une crise de TOC et de tic, soit par une crise de rage ou de panique. Il me semble, alors c'est une théorie personnelle, bien que je sois titulaire d'une licence de psychologie clinique, je le rappelle pour les gens un peu tatillons qui commenceraient à se dire qu'on se perd dans des digressions psychologiques, psychopathologiques, voire psychiatriques, mais en l'occurrence, moi j'aurais une petite théorie qui est d'inverser la causalité, c'est-à-dire que c'en est le fait que dans certains cas, il y a un trop-plein émotionnel qui engendre des TOC, en fait, ou des crises de rage. Moi j'aurais tendance à penser que le TOC lui-même, quand il ne peut pas être effectué correctement, engendre la rage ou engendre l'émotion, le trop-plein émotionnel, puisque j'ai vu des gens qui parlaient justement du fait que Johnson, parfois s'y reprenait à plusieurs fois pour passer l'encadrement d'une porte, parce qu'il y avait une manière, alors j'ai pas retenu le terme, il y a quelqu'un qui disait, je vais le dire avec mes mots, en fait c'est le besoin de faire les choses de la bonne manière, ça sonne vachement mieux en anglais évidemment, c'était the good way ism, un truc comme ça, une espèce de mot valise ou de néologisme, pour dire voilà, en fait, la personne a une vision, et une vision compulsive de la seule bonne manière de faire quelque chose, ça peut être la seule bonne manière de faire la vaisselle, de faire le ménage, de, effectivement, comme tu dis, monter sur un trottoir, et du coup, dans le cas de Johnson, il avait visiblement une manière aussi de passer les portes, d'ouvrir les portes et de passer les seuils, et quand ça le faisait pas, il s'y reprenait, parfois plusieurs fois, pour atteindre vraiment la perfection, entre guillemets, en tout cas pour être aligné sur son idéal. Et j'imagine que quand tu n'arrives pas à le faire, pour X raisons, par exemple, à cause d'une perturbation extérieure, tu peux pas monter sur le trottoir parce qu'il y a quelqu'un qui est garé, etc. Le stress que ça va créer de ne pas pouvoir accomplir ta compulsion correctement, je pense aussi, peut te faire rentrer dans des accès de rage. Oui, totalement. Je le répète, ça n'exclut pas ce que tu disais aussi, qu'il peut y avoir en général un trop-plein émotionnel qui ensuite se transforme en TOC pour faire baisser le stress, notamment, etc. Exactement. Donc en fait, c'est une maladie qui a été découverte et théorisée par un neurologue du nom de Gilles de la Tourette, vous l'aurez compris, qui était donc un neurologue du 19e siècle, mais c'est pas lui qui a donné son nom à la maladie. Ok. C'est Charcot, en hommage à son élève Gilles de la Tourette, qui lui a dit, écoute, t'as découvert, t'as mis les mots sur la maladie,
Donc la maladie va s'appeler Gilles de la Tourette. Ah, je savais pas que c'était un élève de Charcot. Ouais. Jamais. Et donc c'est une maladie qui touche une personne sur 200 C'est beaucoup. et plein de gens connus. Ouais. Donc là je vais donner une petite liste. Donc pour les personnalités un petit peu plus récentes, par exemple on a Billie Eilish, Ok. Lewis Capaldi, Je ne sais pas qui c'est c'est. un chanteur britannique, Ok. André Malraux, Ok. Vincent Lindon, qui est peut-être un des plus connus. J'allais te poser la question parce que je sais qu'il a plein de tocs faciaux. Oui. Enfin, de tics, on dirait justement. Pour moi, c'est pas des tocs, c'est juste des tics. C'est des tics faciaux, ouais. Et ce qui est fascinant avec Vincent Lindon, c'est qu'il les a pas quand il joue. C'est ça. Mais en fait, aucune des personnes, en général, c'est quelque chose qui se perd au moment de chanter ou de jouer. Ou en fait, Et on ne sait pas expliquer, je crois, pourquoi. Mais il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau où t'as plein de gens qui vont avoir ces... Ok. Il y avait même une télé-réalité qui s'était lancée comme ça, un télécrochet en Grande-Bretagne, je crois, où ils avaient pris justement que des personnes atteintes de troubles neurologiques, notamment de Gilles de la Tourette. Ok. Parce que, pour une raison que j'ignore, quand on se met à chanter, c'est pas la même zone du cerveau qui se met à travailler, du coup les tocs disparaissent. Ouais, ça me surprend pas. Ici, le Frédéric du montage, je me permets un petit erratum de vive voix. Ici, la langue d'Audrey a fourché. Elle parle évidemment des tics et non pas des tocs. Puisque, bien qu'il y ait un recoupement, on estime que beaucoup de gens qui ont le syndrome de la Tourette ont aussi des tocs, des troubles obsessionnels compulsifs. Comme les troubles obsessionnels compulsifs, ça recouvre à la fois des comportements et des pensées. On va poliment dire que c'est un peu compliqué de savoir si ces tocs sont interrompus ou disons en suspension quand un chanteur monte sur scène ou quand Vincent Lindon se met à enregistrer que le réalisateur a dit moteur, ça tourne. Voilà, on ne peut pas le savoir. Et en plus, il est tout à fait possible que les tocs, chez les gens qui en ont, notamment les tocs qui s'apparentent un peu à des formes de superstition, par exemple toujours faire certaines choses, par exemple toujours entrer dans une pièce du pied gauche ou du pied droit, ces tocs, ils sont en partie compatibles avec la vie d'artiste. Par exemple, je pense qu'il y a plein d'acteurs de théâtre qui montent toujours sur scène du pied gauche ou du pied droit par superstition au moment de commencer la pièce, au moment de commencer la représentation. Voilà, tout ça n'est que spéculation de ma part, mais justement, parce que je ne suis pas là pour spéculer, on parle bien ici des tics qui s'arrêtent complètement, effectivement, quand un acteur tourne. Vous avez l'exemple célèbre de Vincent Lindon dont on parlait, ou quand un chanteur monte sur scène et commence à interpréter sa chanson. Voilà, je vous laisse reprendre le fil de cet épisode. Et nous avons aussi Dr Nozman, donc Okay. le vidéaste qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Un gros youtubeur francophone, pour Voilà. ceux qui ne connaissent pas. De son vrai nom, Germain Olivry. Ok, alors c'est intéressant parce que je l'ai entendu en interview sur un podcast / émission Twitch qui s'appelle Underscore. Et j'ai pas du tout ressenti, alors moi je n'ai eu que la version audio, mais j'ai pas du tout ressenti qu'il avait justement des claquements de langue ou des choses comme ça. Ou peut-être après, que c'est que les spasmes, ça peut être... Ouais, c'est ça, et puis peut-être qu'il y a des traitements qui existent. Moi je sais pas du tout, je me suis pas du tout penché sur les traitements de la maladie, parce que je voulais pas dire trop de bêtises, mais du coup peut-être qu'effectivement il y a des traitements qui peuvent être pris un petit peu comme la Ritaline pour le TDAH par exemple. Alors c'est sûr que ça, et qui du coup fait que la personne est plus apaisée. Apaisée ou simplement plus à même de contrôler ses compulsions, puisque le paradoxe du TDAH, pour faire une brève digression là-dessus, c'est qu'en fait, ce qu'on donne comme médicament pour aider les gens à faire face à leur TDAH, c'est un stimulant, ce qui peut paraître complètement fou à quelqu'un qui est un néophyte en psychologie et en psychiatrie, parce que c'est déjà, le trouble de l'attention et de l'hyperactivité, qui devrait selon moi s'appeler trouble de l'impulsivité aussi, puisque en fait il y a un vrai problème de... Justement, si on a du mal à se concentrer, c'est parce qu'on a du mal à traiter et à prioriser les stimulations sensorielles, etc., et les impulsions internes. Donc il y a une forme d'impulsivité chez les gens qui ont un TDAH. Donc ça peut paraître paradoxal de leur dire on va leur donner un stimulant, parce qu'ils sont déjà, entre guillemets, excités, entre guillemets, dispersés. Sauf que le stimulant, en fait, va renforcer, va leur donner en fait l'énergie mentale, je le dis avec des mots... Du français de tous les jours, ça va renforcer leur énergie mentale et leur capacité de concentration, parce que justement c'est à cause d'une déficience, enfin c'est l'hypothèse dominante, c'est à cause d'une déficience en certains neurotransmetteurs que du coup les gens atteints d'un TDAH n'ont pas la capacité, la force en quelque sorte, la force mentale de lutter et de dire non à des impulsions ou de dire non à des stimuli sensoriels. Donc si vous êtes une personne qui n'est pas atteinte d'un trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité, vous êtes en train de lire un livre, si à côté il y a quelqu'un, par exemple vous êtes dans les transports, il y a quelqu'un qui écoute de la musique un peu fort,
Normalement, dans un monde idéal, votre cerveau est capable de dire je vois bien qu'il y a de la musique de merde à côté de moi parce que le mec a mis son Walkman trop fort. Oui, j'ai dit Walkman, oui, j'ai 200 ans comme Lovecraft. Mais je l'entends, mais c'est pas grave. Je ferme la porte, je suis capable, je bande mes muscles cognitifs et je me concentre sur le livre. Une personne qui a un TDAH, il est en mode cette musique est en train d'envahir tout mon espace sensoriel, cognitif, et je ne peux pas m'empêcher d'écouter la musique et d'être énervé par ça. Et je n'ai plus la force de faire abstraction de la musique pour me concentrer sur ce que je lis. Et c'est pour ça qu'en fait, en donnant des stimulants, on redonne la force à la personne de fermer la porte sensorielle sur ce qui se passe de part et d'autre. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à nous laisser des petits retours, des petits commentaires, par exemple, en écrivant à l'adresse lovecrafttherapypodcast@gmail.com. Ou à glisser dans les DM sur Insta. Pour finir sur Samuel Johnson, précisons que, en fait, il s'appelle Doctor, alors que je vous l'ai dit, il n'a pas fini ses études, il n'avait même pas son master. Ça s'est passé en 2 étapes. En fait, quand il a commencé à travailler sur son dictionnaire, Oxford lui a attribué un master honorifique. Et après la sortie du dictionnaire, ou était-ce pour les œuvres sur Shakespeare, je ne sais plus, il aura un doctorat honorifique. D'où le terme doctor, qui est arrivé un peu tard, ce à quoi d'ailleurs Lovecraft fait référence dans la nouvelle A Reminiscence, où il précise que quand il l'a rencontré, il l'appelait docteur, même s'il ne s'appelait pas encore docteur, etc. Voilà. Je voudrais élargir et passer un petit peu au reste du Literary Club. On va être beaucoup plus bref, je vous rassure, puisque là, c'était important de détailler qui est Samuel Johnson, parce qu'il donne son titre à la nouvelle et parce que c'est un des 2 fondateurs, avec Joshua Reynolds, de ce Literary Club. À la base, donc, il y avait 9 membres fondateurs, enfin originaux. Donc, en fait, il y avait 7 membres invités et les 2 fondateurs. Parmi ces membres invités originaux, il y avait Edmund Burke, qui était un auteur, un philosophe et qui sera aussi membre du Parlement anglais. Il y avait Christopher Nugent, qui était un médecin. C'est un de ceux qui a le CV le moins détaillé. Disons que les pages Wikipédia des uns et des autres sont très disproportionnées. On avait Topham, je ne sais pas sûr de comment ça se prononce, T-O-P-H-A-M, donc disons Topham Beauclerk, encore un petit bout de français qui traîne, dans le beau, qui était, alors lui, il était, je cite Wikipédia, a celebrated wit, donc un esprit célébré, mais c'est tout. On sait pas ce qu'il a écrit, on sait pas ce qu'il a fait, mais donc c'était peut-être un mec qui était juste, qui avait vraiment de la répartie, qui était intelligent, beau parleur, mais qui n'a pas laissé de traces universitaires. Voilà. Et c'était aussi un ami proche de Samuel Johnson et d'un certain Horace Walpole. Horace Walpole qui a écrit Le Château d'Otrante, dont on vous a longuement parlé dans notre épisode consacré à Vie alchimiste. Vous voyez comme le monde est petit. Il y a aussi Bennett Langton qui succédera à Samuel Johnson en tant que prof de littérature à la Royal Academy of Art. On avait Oliver Goldsmith, rien à voir avec Jerry Goldsmith, le maestro, qui lui était romancier, poète, dramaturge, essayiste et qui sera aussi prof d'histoire à la Royal Academy. On avait Anthony Chamier, qui était broker, qui a fait ensuite de la politique et qui sera élu comme membre de la Royal Society, la Royal Society étant l'équivalent anglais de notre Académie des sciences. Et enfin, un personnage que je trouve peut-être le plus intéressant parmi tous ceux qu'on vient de citer, John Hawkins, qui était magistrat, mais qui écrivait aussi un petit peu, et qui, parce qu'il était notamment très proche de Johnson, écrira la première biographie consacrée à Samuel Johnson. Une biographie qui s'appelle Life of Samuel Johnson, enfin tout court Life of Samuel Johnson, ce qui est amusant parce que Boswell, qui est rentré dans le club plus tard et qui est devenu ami avec Johnson, écrira aussi une biographie genre 10 ans après et la sortira sous le même titre, tout en empruntant énormément de ses infos à celle de Hawkins, puisqu'en fait Hawkins le connaissait depuis 2 fois plus longtemps. Donc c'est marrant, aujourd'hui on parle beaucoup du plagiat sur YouTube, etc. Ça me fait un peu gueulerie. Le plagiat, ça existait déjà il y a 200 ans chez des gentlemen de la très 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 bonne société anglaise, donc voilà. Le monde est un éternel recommencement peut-être, je ne sais pas. Qu'attendre d'autre de la perfide Albion? Oui, non, moi j'allais dire chasser la nature humaine, elle revient au galop, quoi. Mais avant d'écrire sa biographie de Johnson, avant ou après d'ailleurs, je dis des conneries, j'en sais rien, mais j'ai pas relevé la date, mais John Hawkins a aussi écrit un ouvrage qui s'appelle A General History of the Science and Practice of Music, qui est considéré comme un des tout premiers œuvres de musicologie, en fait. Il a mis 16 ans à l'écrire, au KLM,
Et alors c'est marrant parce que quand on parcourt sa page wiki, on a l'impression qu'il s'est à chaque fois fait détrôner. C'est-à-dire que genre 5 ans après son ouvrage de musicologie, il y a un autre truc de musicologie qui sort et qui a plus de succès que le sien. Même si en fait le sien était quand même mieux, voilà, et plus complet. Mais n'empêche que son livre est un peu déclassé. Et même chose finalement avec la biographie Life of Johnson, puisqu'il va se faire éclipser au sens vraiment de la notoriété par le travail de Boswell. Alors que visiblement Boswell lui doit énormément. Voilà, donc un personnage un petit peu doux amer, enfin à la destinée un peu doux amer, mais c'était fascinant de découvrir que ce mec avait écrit donc un énorme pavé sur la musicologie, et un pavé jugé précurseur. Et pour finir sur les membres illustres, donc parce qu'en fait il y aura plusieurs générations de membres, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais John Hawkins quittera le club en étant fâché avec certains des autres membres, mais restera ami avec Johnson, d'où le fait qu'il écrive sa biographie. Et cette fâcherie aussi est quelque chose qui est mentionné par Lovecraft dans le bouquin, dans la nouvelle. Et donc parmi les autres membres ultérieurs, on trouva Adam Smith, un petit économiste pas très connu, et aussi un certain Edward Gibbon, ou Gibbon, je ne sais pas sûr de comment ça se prononce, auteur d'un livre un petit peu connu en je sais plus combien de volumes qui s'appelle The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, qui a basiquement servi de matrice à tous les gens qui font des titres à base de Rise and Fall. Voilà. Et qui a longtemps été considéré comme l'œuvre somme qui fait absolument autorité sur la fin de l'Empire romain. Je ne connais pas très bien le sujet, mais apparemment, la thèse centrale de Gibbon, c'est que c'est l'adoption du christianisme qui a flingué l'Empire. On pourrait en débattre, c'est pas le débat, mais je sais que voilà, il est critiqué du coup parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais ça reste quand même un monument historique. Et je trouvais ça amusant aussi, connaissant à la fois l'intérêt de Lovecraft pour l'Empire romain et son obsession qu'on n'a pas encore tout à fait abordée, mais dont on abordera les effets à multiples reprises, l'obsession de Lovecraft pour le déclin de la civilisation américaine ou occidentale. Voilà, je trouve ça intéressant qu'il fasse référence à ce club dont un des membres était le mec qui a écrit l'histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain. Après avoir passé littéralement ce qui sera selon moi les 2/3 de l'épisode à vous parler du contexte historique autour de l'œuvre, parce que je trouve ça vraiment très important et très fascinant, je voudrais revenir un petit peu sur la nouvelle elle-même, et je vais commencer par vous lire un extrait, parce que, alors, est-ce que vous avez lu cette nouvelle avant d'écouter l'épisode, ou est-ce que vous nous avez découvert avec l'épisode précédent sur Dagon, et vous vous êtes dit, je monte dans le train de la hype, et vous êtes en train de regretter de nous avoir rejoints, et vous vous êtes déjà désabonné de Lovecraft Therapy sur vos applis respectives, je ne sais pas, j'espère pas, bien sûr, hein. Soyez les bienvenus et restez avec nous. Après, le prochain épisode, on parle de Polaris, donc voilà. Ah, le film de Tarkovsky. Toujours est-il que, on va quand même parler un petit peu de la nouvelle, mais si vous l'avez lu, par contre, vous savez, ou vous comprenez pourquoi c'est compliqué de rentrer dans le détail de la nouvelle, et pourquoi c'est important aussi d'avoir tout ce contexte biographique. Il y a effectivement pas grand-chose à dire sur la nouvelle elle-même, puisque elle est très très courte, elle est humoristique, elle est, comme le faisaient remarquer certains internautes, un peu décousue dans sa narration. Mais je voudrais quand même commencer par vous lire un passage que, moi, à titre personnel, je trouve drôle. Parce que n'oublions pas que c'est classé dans les récits humoristiques, hein, dans l'intégrale des éditions de Nemos. Et vraiment, je suis très curieuse parce que pour moi, à aucun moment c'était drôle. Eh bien, allons-y. Donc on est sur la rencontre entre Humphrey Littlewitt, Esquire, et le fameux Samuel Johnson. Lorsque je lui demandais ce qu'il pensait du compte-rendu favorable que j'avais fait de son dictionnaire dans ma revue, The Londoner, il me répondit: « Monsieur, il ne me souvient pas d'avoir jamais feuilleté votre gazette, et je me fiche comme d'une guigne des opinions de la partie la moins avisée de l'humanité. » Piqué au vif par l'incivilité d'un individu dont la gloire me faisait rechercher l'approbation, je me risquais à lui répondre sur le même ton, et rétorquais que j'étais surpris qu'un homme de bon sens puisse émettre un avis sur un individu dont il ne reconnaissait n'avoir jamais lu les productions. « Eh bien, monsieur, répondit Johnson, je n'ai nul besoin de connaître les écrits d'un homme pour juger du caractère superficiel de ses œuvres lorsqu'il juge bon d'en faire lui-même étalage par son empressement à mentionner ses propres productions dès la première question qu'il me pose. » Et franchement, c'est drôle. Genre, il y a de la punchline, tu vois. Genre, oui. Et en plus, tu vois, c'est marrant. Moi, je trouve que ça marche bien dans le monde actuel. Tu vois bien le truc de... T'es connu, imagine, tu vois, tu es Samuel Jackson, tu dois faire la revue de presse d'un film, enfin la campagne de promo d'un film et tout, et le mec qui t'interviewe, il te dit ah bah d'ailleurs, je suis content de vous interviewer parce que j'ai écrit un long article dans Mad Movie au sujet de votre prestation en tant que Mace Windu dans Star Wars.
t'es en mode ouais gros, mais on parle de mon film quoi. Surtout si t'as pas lu l'article et tout. Oui. Tu sais, ce côté un peu grattage de célébrité ou ramener la couverture à soi. Enfin, moi je trouve ça marrant que Lovecraft se dépeigne comme en fait, il s'amuse beaucoup de lui dans l'œuvre, et d'ailleurs c'est un des 2 gros points d'intérêt et d'analyse qu'on peut faire sur la nouvelle, c'est que c'est une nouvelle très très autodérisoire en fait. Oui, effectivement, il a conscience il a conscience de ses prétentions, et il a conscience surtout qu'il vient d'un autre temps en se vieillissant de 200 ans. Exactement, il fait aussi de l'humour sur son goût des vieilleries, on va y revenir. Et cet échange continue, et donc, cet échange continue, il y a une ellipse de temps, puisque après cette punchline que Little Wit se prend de la part de Samuel Johnson, on a la phrase directement suivante, étant ainsi devenus bons amis, voilà, donc d'un seul coup ils sont devenus bons amis, nous discutâmes de nombreux sujets. Quand, pour me ranger à son avis, je lui confiai que je doutais que les poèmes d'Ossian fussent authentiques, Monsieur Johnson rétorqua. Cela, monsieur, ne fait guère honneur à votre capacité de discernement, car toute la ville est arrivée à la même conclusion. Et ce n'est point une grande découverte pour un critique de Grub Street. Vous pourriez tout aussi bien déclarer que vous soupçonnez Milton d'avoir écrit Le Paradis perdu. Tu vois, t'es en train de lire. Ok. Au passage, le terme Grub Street en fait fait référence à une vraie rue de Londres qui, dans le dictionnaire de Johnson, est présentée ainsi. Ça désigne au départ le nom d'une rue, surtout habitée par des écrivains de peu d'importance. Leur production de piètre qualité est tout souvent qualifiée de Grub Street, nous dit David Camus. La précision amusante, c'est que Johnson a habité à Grub Street. Et ça correspond, en fait, c'est une référence à la période où il était pigiste avec Richard Savage pour différents journaux. Donc pour détailler un petit peu l'autodérision au-delà de l'extrait que je vous ai lu, déjà Little Wit, ça veut dire petit esprit. Donc rien que le pseudonyme est déjà de l'auto-punchline. Et on a aussi le passage où en fait Little Wit corrige un poème. Il dit je vous propose une version alternative. Alors effectivement, d'ailleurs Camus a traduit le poème. C'est toujours un enfer, je pense, de traduire de la poésie versée. Oui. Donc il traduit le poème et son interlocuteur lui répond Monsieur, vous avez peut-être redressé les pieds, mais vous n'avez mis dans ces vers ni poésie ni esprit. Et alors, au-delà de la vanne pour la vanne, en fait, ça fait référence à un vrai truc. On en a déjà parlé dans les épisodes précédents sur le fait qu'avant de reprendre la fiction en 1917, Lovecraft écrivait uniquement et pléthoriquement des poèmes, y compris quand il faisait des punchlines qui se disputaient avec les gens dans la section courrier des lecteurs, où il argumentait et il satirait les gens en versification. Mais lui-même avait conscience d'être en fait trop scolaire. Déjà trop vieillot parce qu'il faisait uniquement de la poésie dans le style du 18e et dans le style littéralement antique. J'ai oublié je crois que c'est l'héroïque quelque chose, c'est un type de versification. Et du coup, je voulais profiter de cette petite punchline, cette autodérision sur sa versification qui apparaît dans A Reminiscence of Samuel Johnson, pour vous lire une citation de Lovecraft, parce que jusqu'ici il n'y en a pas eu beaucoup dans l'épisode, et moi j'aime bien les citations de Lovecraft. Donc il s'agit d'une remarque qu'il a fait en 1929, et que Joshi présente ainsi. C'est peut-être l'évaluation la plus sensée de sa carrière d'écrivain de vers, d'écrivain de poésie, qu'il soit possible de donner. Dans mon noviciat métrique, j'étais, hélas, un imitateur chronique et invétéré, permettant à mes tendances antiquaires de prendre le dessus sur mon sentiment poétique abstrait. En conséquence, le but même de mes écrits fut bientôt déformé, jusqu'à ce que finalement, j'écrive uniquement pour recréer autour de moi l'atmosphère de mes favoris du XVIIIe siècle. L'expression de soi en tant que telle disparut, et ma seule épreuve d'excellence était le degré avec lequel je me rapprochais du style de Monsieur Pope, Dr Young, Monsieur Thomson, Monsieur Addison, Monsieur Tickell, Monsieur Partnell, Dr Goldsmith, Dr Johnson, etc. Mes vers ont perdu tout prestige d'originalité et de sincérité, leur seul noyau étant de reproduire les formes et les sentiments typiques de la scène georgienne, au milieu de laquelle ils étaient censés être produits. Le langage, le vocabulaire, les idées, l'imagerie, tout succombait à mon intense volonté de me penser et de me rêver moi-même dans ce monde de perruques et de S longs qui, pour une raison étrange, me semblait le monde normal. Et Joshi nous dit de cette citation, en fait, qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à cette analyse. Il dit, ce que cela démontre, c'est que Lovecraft utilisait la poésie non pas à des fins esthétiques, mais à des fins
psychologique comme moyen de se faire croire que le XVIIIe siècle existait toujours, ou, à tout le moins, qu'il était un produit du XVIIIe siècle qui avait, d'une manière ou d'une autre, été transporté dans une époque étrangère et répugnante. Et si la seule épreuve d'excellence des vers de Lovecraft était sa capacité à reproduire le style des grands poètes georgiens, alors il faut platement déclarer que sa poésie est un échec retentissant. Et il y a un deuxième point d'intérêt que je voudrais aborder avec vous, qui sera beaucoup plus bref en fait, mais c'est la référence au milieu justement des journalistes amateurs. Donc vous le savez, on est en 1917, et à cette époque, Lovecraft est le président de l'UAP1, la United Amateur Press Association. Et je rappelle qu'avant d'être nommé président, il a été, depuis 1915, directeur du département de la critique publique, ce qui fait un petit peu soviétique, dit comme ça. Mais du coup, il avait le rôle, dans le journal officiel de l'association, de faire des critiques des œuvres qui étaient envoyées par les autres journalistes amateurs, notamment en particulier des œuvres versifiées, mais il critiquait aussi les œuvres, les petits récits, etc., des autres. Et donc, je suis tombé sur un blogueur qui considère que ce que dit Lovecraft au sujet des critiques dans la nouvelle, en gros, ceux qui tiennent responsables les critiques, prennent pour excuse les critiques des autres, pour excuser leur manque de persévérance dans l'écriture, en fait, c'était une sorte d'autocritique de Lovecraft qu'il faisait sur son découragement d'écrire de la fiction. Donc ce blogueur s'appelle Sean McBride, il écrit aussi des nouvelles, et en fait moi je suis pas du tout d'accord avec son interprétation, puisqu'en fait cette histoire de critique me paraît non pas être une autocritique de Lovecraft sur son découragement temporaire, qui en fait n'avait pas grand chose à voir avec ses œuvres, puisque elles ont pas été mal reçues, puisqu'il les a pas... Enfin oui, elles n'ont pas été publiées, quoi, d'accord. Mais il n'a pas spécialement essayé de les faire publier à ma connaissance, hein, L'Alchimiste, c'est pas une nouvelle qu'il a essayé de faire publier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a clairement une allusion au milieu du journalisme amateur dans la phrase suivante. « Au cours de ces réunions, nous maintîmes un remarquable degré d'amitié et de civilité qui contraste, ô combien en notre faveur, avec tant de ces réunions d'associations de journalistes et d'auteurs amateurs de nos jours, où j'ai constaté force dissensions et tohu-bohu. Ce calme était d'autant plus remarquable que nous comptions parmi nous moult gentlemen d'opinion radicalement opposés, puisqu'il y avait effectivement dans le club des gens qui étaient des Tories, c'est-à-dire ce qui deviendra actuellement le Parti conservateur anglais, et d'autres qui étaient des Whigs, ce qui correspond, après moult remaniements, au Parti social-démocrate, je crois il s'appelle, ce qu'on appelle les travaillistes en gros, chez les Anglais. Et Johnson était un Tories. Exactement, Johnson était conservateur, voilà. Et pourquoi je vous dis que l'histoire sur les critiques renvoie selon moi au milieu du journalisme amateur, à qui il vient de lancer une petite crotte de nez comme ça, bien plus qu'à une espèce de confession de Lovecraft sur le fait qu'il se serait découragé, c'est parce qu'en janvier 1917, Lovecraft publie un article dans son propre journal amateur, hein, The Conservative. Il publie un article intitulé « Amateur Standards », où il répond aux attaques que certains font contre l'orientation qu'il est en train de donner à l'UAPA. Le journalisme amateur a toujours été un champ de bataille entre ceux qui, conscients de ses meilleures possibilités, souhaitent améliorer leurs compétences littéraires, et ceux qui, en le regardant simplement comme un domaine de divertissement auquel ils peuvent obtenir un accès facile, souhaitent s'abandonner à une parodie de politique, à des pseudo-querelles et à des frivolités sociales bon marché. En opposition aux politiques progressistes de l'actuelle administration, nous assistons à la montée d'un mouvement réactionnaire d'une vulgarité si flagrante et d'une grossièreté si puérile que The Conservative se sent contrainte à protester contre l'étalage de la méchanceté impuissante et l'amertume infantile manifestée par certains des traîtres éléments anti-administration. Treacherous anti-administration elements, dans le texte. Alors c'est amusant parce qu'en fait, quand il parle de politique progressiste, il parle de la sienne. Parce que justement, il essaye de faire évoluer les standards de l'administration, ce qui ne passe pas auprès de certains membres de l'administration. Et donc, la petite remarque sur les dissensions fait référence à ça. Et donc, la remarque sur les gens qui se découragent face aux critiques, que je vais vous lire quand même. « Monsieur, répondis-je, vous vous méprenez. Ceux qui lâchent prise ne le font que faute de force. Mais, soucieux de dissimuler leur faiblesse, ils attribuent leur absence de succès aux premiers critiques qui parlent d'eux. » Cette phrase, c'est très clairement Lovecraft qui dit aux gens quand je fais mon boulot en tant que Head of Public Department of Public Critique, il faut pas que les gens y prennent la mouche, moi je fais ça pour les aider à progresser, et il faut pas qu'ils se découragent. Voilà.
Donc c'était le deuxième point d'intérêt de la nouvelle, c'était les références en fait au milieu du journalisme amateur, un milieu dont on a beaucoup parlé dans notre épisode sur The Tomb, puisque c'est grâce à ce milieu que, très vraisemblablement, c'est grâce à sa reconnaissance parmi le milieu du journalisme amateur que Lovecraft a repris l'écriture de fiction. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Audrey ? Oui, ce texte est une pasquinade. Qu'est-ce que c'est une pasquinade ? Parce que pour le coup, j'ai vu passer le terme, je crois, chez Joshi. Il est même dans le texte. Ah ok, oui, c'est vrai. Donc, une pasquinade, c'est une courte satire, souvent anonyme, en vers ou en prose. Et donc c'est un genre qui se distingue par son agressivité. C'est toujours quelque chose de très incisif, de très piquant. Ok. Et donc là justement ça montre bien le petit échange qu'il y a entre nos deux protagonistes. Là on est typiquement dans le genre de la pasquinade. Et c'est quelque chose qui nous vient de l'Empire romain. Tu parlais justement de l'amour de Lovecraft pour l'Empire romain, donc effectivement ça vient de là. Ok. Où souvent en fait c'était quelque chose qu'on venait accrocher sur les statues. Pour se moquer des gens à qui les statues étaient érigées ? Oui. Ah ouais. Donc pasquino ou pasquin, c'est le sobriquet donné par les Romains à un fragment de statue de style époque hellénistique qu'on avait souvent dans les quartiers à Rome. Donc voilà, c'était un style de statue qui était toujours un peu délabré. C'était pas la statue d'une personne en particulier. Non, apparemment non, vraiment pas. C'était un type de statue. C'est ça. Ok. Mais peut-être que le terme a été aussi réintroduit en français par le biais de pasquin. Donc il y a un type de valet dans les comédies du XVIIe et XVIIIe siècle. Ah. Par exemple, donc vous avez les fourberies de Scapin. Donc Scapin est un type de valet. Donc c'est un personnage, mais c'est tous les valets de ce type-là s'appellent les Scapins. Et on avait aussi les pasquins. Et du coup, peut-être que c'est comme ça qu'on a réintroduit le terme en français. Mais c'est un terme qui s'est reperdu depuis, puisqu'on ne l'emploie plus du tout. Et en fait, moi j'ai fait des recherches dessus parce que je pensais à la base que ça venait de Pascal. Mais non. Ok. On approche de la fin de cet épisode et je voudrais signaler que je trouve, en fait, après m'être renseigné sur le sujet dont parlait la nouvelle, je suis épaté en fait par la quantité d'informations qu'il y a dedans. On voit que c'est pas juste une sorte de fanfiction, parce qu'au départ c'est ce que je me suis dit. Quand j'ai commencé les recherches et que j'ai découvert l'existence du club de Johnson et Reynolds, je me suis dit, en fait, Lovecraft il a pris ces gens dont il aime les œuvres et il a brodé. Alors que non, en fait, il est extrêmement documenté et c'est ce que confirme Joshi, qui nous dit: la plupart des informations proviennent clairement de la biographie de Samuel Johnson rédigée par Boswell, ainsi que des propres œuvres de Johnson, dont Lovecraft possédait un éventail impressionnant, parmi lesquels le Idler et le Rambler, qui étaient en fait des journaux périodiques. C'est toujours périodique un journal, mais c'était pas des journaux intimes, quoi. C'était des publications périodiques écrites par Johnson lui-même. La vie des poètes, Raslas, Un voyage dans les îles occidentales de l'Écosse, et bien sûr, il avait également l'édition de 1802 du dictionnaire de Samuel Johnson. Donc en fait, c'est certes une pasquinade, une pièce humoristique, avec toute l'autodérision qu'on a mentionnée, mais en fait, c'est aussi quelque chose de très documenté et de très pointu, et je trouve que du coup, on ressent aussi, je vais appeler ça du simulationnisme, dans le sens où, alors c'est un peu abusé comme terme, parce que déjà c'est un terme qui vient un peu du monde des jeux de rôle et de comment vous choisissez de jouer votre jeu de rôle. Si vous jouez à Donjons et Dragons, est-ce que vous allez être extrêmement réaliste, enfin à quel point vous allez être précis et donc jouer comme si c'était une simulation de type Flight Simulator dans votre partie de jeu de rôle, ou est-ce que vous allez être un peu fantasque, vous écartez des règles, faire l'impasse sur certains jets de dés, etc. Voilà. Mais ce sens du détail, je trouve, en fait, il fait écho à ce qu'on a déjà vu chez Lovecraft, c'est-à-dire que c'était un lecteur avide, quelqu'un qui écumait la bibliothèque municipale de Providence et qui avait lu les archives des journaux locaux, etc. On sent encore, je trouve, ce rapport au livre en général, au texte quasi documentaire, et je trouve que, même si là c'est, on va dire, extra-diégétique, parce qu'il ne parle pas de ses recherches, puisqu'il est censé juste avoir 228 ans au moment où il raconte la nouvelle, mais en fait je trouve que le travail de recherche, en tout cas les connaissances qui appuient sa petite pasquinade, préfigurent pour moi un truc qui va arriver dans certaines de ces nouvelles, y compris les majeures, les plus connues comme Call of Cthulhu, qui est le trope en fait, du mec qui trouve les infos dans des articles des journaux. Tu vois, je trouve qu'on voit un petit peu ce syndrome de bibliothécaire / de notaire, puisque pour anticiper un petit peu avant ce que je dirais dans de lointains épisodes, il y a parfois une figure chez Lovecraft que j'aime beaucoup, qui est la figure de moi ce que j'appelle l'écriture notariale, puisque c'est
un protagoniste qui retrouve des traces de l'autre protagoniste en retrouvant la chronologie des événements dans les parutions des articles locaux qui relatent tel événement étrange, telle disparition, etc. Donc il y a déjà une forme de mise en abîme, en fait, puisqu'on a d'une certaine manière des récits dans le récit ou des articles dans le récit, etc. Mais aussi, ce côté, c'est vraiment un mécanisme narratif de rat de bibliothèque, en fait. Tu vois ? Je suis pas sûr que d'autres gens auraient fait la démarche, même pour écrire de la weird fiction à l'époque, de se dire les gens vont trouver des articles. Tu vois, en fait, le jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, qui est basé sur les œuvres de Lovecraft, le jeu de rôle papier, jeu de rôle sur table, comme disent certains, utilise beaucoup cette figure-là de la recherche documentaire et bibliothécaire, puisqu'il y a même une compétence pour les personnages qui s'appelle bibliothèque. Ouais. Et vous allez souvent aller dans des bibliothèques, ou y compris des bibliothèques privées, hein, vous allez cambrioler la maison de quelqu'un et faire éruption de sa bibliothèque, son fumoir avec tous ses beaux livres reliés et sa cheminée, et vous allez devoir faire un jet de dés pour savoir si vous réussissez le jet de bibliothèque, pour trouver le bon livre, ou pour comprendre ce que vous lisez dedans, etc. Et je trouve que la documentation latente qui sert de colonne vertébrale à la nouvelle est assez remarquable, et là encore témoin de la grande érudition de Lovecraft. Et ça ne renforce que, une fois de plus, la tendresse que j'ai pour Howard Phillips Lovecraft. Et je trouve aussi que, en fait, derrière le côté un petit peu what the fuck, un petit peu superficiel, en tout cas dispensable de la nouvelle pour celui qui veut s'intéresser à l'œuvre de Lovecraft, ou qui ne veut que de la fiction étrange, etc., et qui n'a pas envie de lire des pastiches un peu bizarres, je trouve que la nouvelle est très touchante aussi pour la manière dont Lovecraft parle de son rapport au temps. On a déjà mentionné l'autodérision, il s'amuse de ça, mais c'est vrai que je vais laisser la parole à Joshi pour conclure, parce qu'il en parle d'une façon que je trouve très très belle. Donc Joshi nous dit « La pièce est un délice du début jusqu'à la fin. De toute évidence, Lovecraft s'amusait avec ce qui était devenu une ritournelle parmi les amateurs, donc les fameux membres du milieu des journalistes amateurs, qu'il était dépassé de 2 siècles. Lovecraft joue avec audace sur cette notion. A Reminiscence of Dr. Samuel Johnson est sans cesse rafraîchissant, et seulement les histoires ultérieures Sweet Everglade et Ibid peuvent rivaliser avec son habile touche comique. Cela dynamite clairement le mythe selon lequel Lovecraft n'avait aucun sens de l'humour, ou se prenait trop au sérieux, et son parfait georgianisme nous amène à nous demander s'il n'avait pas raison, après tout, de déclarer « Je suis probablement la seule personne vivant pour qui l'ancien idiome du XVIIIe siècle est une réalité, une prose et une langue maternelle poétique. » Et cette nouvelle n'est peut-être pas si clairement séparable des autres fictions qu'on pourrait l'imaginer. Ne se joue-t-elle pas, comme The Tomb, sur le désir très sincère de Lovecraft de retourner imperceptiblement au XVIIIe siècle ? Et n'incarne-t-elle pas aussi ce que Lovecraft, dans Notes on Writing Weird Fiction, considère comme le thème dominant de toutes ses œuvres étranges, le conflit avec le temps ? C'est tout pour cet épisode un peu inhabituel, et vous noterez que c'est le seul qui commence par une citation directement de l'œuvre. Normalement, j'ouvre l'épisode sur une citation de Lovecraft, une citation personnelle, de ses correspondances. Là, j'ai choisi d'ouvrir ça par directement une citation de la nouvelle, pour marquer le côté inhabituel de l'œuvre qu'on étudiait. J'espère que ça vous a plu. Audrey, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Non, pas pour cette fois. D'accord. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bienvenue à tous ceux qui nous découvrent au fur et à mesure des épisodes, puisque je vois que le nombre d'abonnés augmente et le nombre d'écoutes augmente, etc. Et ça me fait très très plaisir. J'espère que vous sentez qu'on essaie de combiner une approche un peu rigoureuse intellectuellement et en même temps très personnelle et affective au sujet de Lovecraft et de son œuvre. Donc voilà, vous pouvez nous faire un retour sur l'épisode sur nos différents réseaux sociaux. Instagram si vous voulez contacter Audrey qui s'occupe du compte Lovecraft Therapy, Twitter si vous voulez me contacter, ou tout simplement le mail lovecrafttherapypodcast@gmail.com. On réfléchit très honnêtement à vous faire des épisodes exclusifs qui seraient accessibles derrière un paywall Tipeee. Si vous voulez me dire ce que vous en pensez, les retours sont bienvenus sur cet épisode, sur le podcast en général, et on vous remercie en tout cas pour votre attention. J'espère que c'était enrichissant. On reste disponible sur toutes les plateformes de podcast, sauf sur, j'ai oublié leur nom tellement je m'en sers pas, SoundCloud, parce que franchement, qui écoute encore des podcasts sur SoundCloud en 2024 ? Donc, en raison, c'est ça, du faible laps de temps qui s'est écoulé, le fumble de début d'épisode évidemment,